les amis, c'est Guilin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer très simplement. J'ai été malade, j'ai été très malade et du coup j'ai loupé ce film. Et comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu sur la miniature, nous allons parler d'un film que je rattrape, mais que j'ai envie de vous parler, Napoléon, le dernier film de Ridley Scott. Ridley Scott, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va un petit peu parler de sa filmographie. C'est le papa, entre autres, d'Alien, premier du nom en termes de réalisateur, de Thelma et Louise, de Blade Runner, le premier du nom, là aussi, de Gladiator, dont on va avoir la suite dans 2 ans, je crois qu'il est annoncé pour 2025, si je dis pas de bêtises, et plus récemment, du Dernier Duel, que vous voyez juste derrière moi. Il avait fait la même année d'ailleurs House of Gucci en 2021. Et il revient donc là, il était allé sur la partie série avec Apple TV, et il revient là au cinéma avec Napoléon. Et ce film, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était déjà le bordel il y a plus d'1 an, lorsqu'a été annoncé le casting, puisque, première polémique pour ce film qui les enchaîne, Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte, l'empereur français, et pour jouer sa femme, Vanessa Kirby, donc le personnage de Joséphine. Problématique, Vanessa Kirby a 15 ans, je crois 12 ans, 15 ans de moins que Joaquin Phoenix, mais Joséphine, dans la vraie vie, historiquement, avait 6 ans de plus que Napoléon. Et donc ça fait un écart d'une 20aine d'années, et ça fait que, comme toujours, dès qu'une actrice dépasse 40 ans, elle n'a plus de rôle. Donc, pour jouer le personnage de Joséphine, au lieu de prendre quelqu'un de logique, on prend une actrice plus jeune. Je ne remets en aucun cas en cause le Vanessa Kirby, elle a totalement raison d'accepter ce rôle. Pour revenir au film, le film, en plus, on parle d'un empereur français. Donc en France, vous savez qu'on aime beaucoup critiquer, surtout quand c'est pas fait par nous. Quand c'est fait par nous, on critique parce qu'on n'aime pas, et quand c'est fait par les autres, on critique parce que c'est fait par les autres. Et alors là, en plus de ça, réalisé par Ridley Scott, qui est un Anglais, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Napoléon Bonaparte, l'un de ses plus grands ennemis, c'était les anglo-saxons. Donc il y avait tout pour faire le tiercé perdant. Et à parler historique, à parler véracité historique, j'ai vu des gens sur Twitter expliquer qu'ils sont allés avec des historiens, des personnes qui travaillent en cours d'histoire, etc., aller voir le film et qui se sont plantés des couteaux dans les yeux tellement ils ont saigné. On n'en parle pas du film en fait. On parle de la véracité historique. Mais ce qui compte au fond, c'est d'aller voir un documentaire ou d'aller voir un film avec un scénario qui veut nous raconter quelque chose. Et ici, je suis désolée, le film, oui, il ne va pas complètement dans la véracité historique, mais c'est pour raconter des choses. C'est pour raconter justement un certain point de vue et adopter une certaine image du personnage de Napoléon Bonaparte. Pour vous résumer le film très rapidement, et ça va être vraiment très rapide, on nous raconte sa vie, de sa victoire incroyable, je dirais pas jusque là, mais de sa grande victoire qui a commencé à faire sa renommée à Toulon en tant que général des armées françaises jusqu'à sa mort. Voilà, donc on a peut-être 30-40 ans qui se passent au niveau du film, et je dis peut-être parce que, n'étant pas un passionné, n'étant pas un féru d'histoire, je ne connais pas extrêmement bien Napoléon Bonaparte et son histoire, même si je la connais relativement bien sur les grandes lignes. Je dis bien les grandes lignes. Et donc, effectivement, le gros problème du film, ça va être de n'avoir jamais de date d'affiché. À vouloir à fond aller dans une certaine forme d'interprétation de l'histoire, on en perd la véracité historique sur le plan du temps. Et vu que Joaquin Phoenix est très mal maquillé pour représenter un Napoléon jeune, et ça fonctionne plutôt bien à la fin, mais là, ça fonctionne beaucoup moins à la fin avec le personnage de Vanessa Kirby, ça fait qu'il y a un décalage constant sur le visuel des 2 acteurs qui fait qu'on ne sait jamais réellement combien de temps s'est passé entre chaque scène. Et on a presque l'impression qu'à chaque coupure de scène, il s'est passé 10 ans alors qu'en fait c'est juste le surlendemain. Donc c'est assez particulier là-dessus et il faut être vraiment très concentré devant le film. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le film et je ne comprends pas qu'on lui tombe dessus. Oui, historiquement parlant, le film fait beaucoup de raccourcis. La première scène du film, c'est Marie-Antoinette à la fin de la monarchie qui se fait couper la tête, qui se fait guillotiner. Et dans le public, on a Napoléon Bonaparte qui est présent. La véracité historique est que Napoléon Bonaparte n'était pas du tout présent ce jour-là. Il était, je crois, même allé dans une bataille à l'étranger, ou en tout cas à l'autre bout de la France. Mais pour l'aspect idéologique de ce que veut nous parler du personnage de Napoléon Bonaparte, de la question de la transmission, de la fin de la monarchie, de la compréhension de la fin d'un système qui érigeait la France depuis des centaines d'années, et bah c'est complètement logique et ça fonctionne de mettre Napoléon Bonaparte à cet endroit-là, de montrer entre guillemets le futur de la France à cette époque-là. Le passé se fait couper la tête, le futur va s'élever au milieu du peuple, puisque Napoléon Bonaparte, et c'est ça la finalité, l'aspect cinématographique qu'on veut nous raconter
raconter la thèse, entre guillemets, si je puis dire, du film, c'est de montrer un homme qui aimait la France et qui a tout sacrifié pour la France, pour aller au-dessus de lui. Chose qui, aujourd'hui, dans le monde hyper individualiste dans lequel on fonctionne, et vivant aujourd'hui dans une grosse ville où je le vois encore plus, il y a des choses vraiment qui me rendent hors de moi quotidiennement, et vraiment quotidiennement. On est sur un film qui te montre l'inverse de notre société actuelle. Aujourd'hui, on te montre un personnage qui, malgré un amour extrêmement fort, peut-être qui historiquement n'était pas parfait, mais malgré, dans le film, c'est ce qu'on veut nous raconter, un amour extrêmement fort pour sa femme, il a fait passer la nation avant le reste. Évidemment, ça, c'est ce qu'on nous propose dans les faits. Dans la pratique, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Il n'est pas du tout montré comme un héros, il n'est pas du tout mystifié, il est montré comme plus important que les autres personnages parce que c'était Napoléon Bonaparte et c'est un grand nom de l'histoire de la France et de l'histoire de l'humanité, mais on est néanmoins sur un tyran, un dictateur. Et donc, on va à des moments nous ridiculiser le personnage, on va nous le nuancer, on va montrer que tout n'était pas rose et tout n'était pas noir non plus. Et ça, Ridley Scott, il l'a très très bien compris. Et la finalité de son histoire, c'est de nous montrer que Napoléon Bonaparte, il avait des faiblesses, il était loin d'être un personnage et une personne extrêmement importante, en tout cas qui était le centre du monde. Et il va tout simplement axer les choses du point de vue de Joséphine et de montrer, c'est pour ça que là-dessus, on est sur des véracités historiques beaucoup plus compliquées. Il va changer la temporalité de la mort du personnage de Joséphine pour que ça aille dans la logique de son récit. Il va nous montrer un Napoléon Bonaparte fou amoureux qui ne trompe pas sa femme, alors que dans la vraie vie, on sait historiquement qu'il trompait sa femme et qu'elle l'a trompé plusieurs fois et qu'il le savait très bien. Il va quitter une bataille en plein milieu, alors que dans la vraie vie, il ne l'a pas du tout quitté. Mais tout ça va pour ce personnage de Joséphine, pour aller dans la logique de ce que veut nous montrer l'histoire. D'un personnage qui va tout sacrifier pour ce qu'il aime, et à la fin, qui va être dans l'obligation de sacrifier tout ce qu'il aime. Et donc, effectivement, moi, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Ce qu'on a voulu me raconter fonctionne. Et le dernier gros point fort du film, parce qu'il y en a un, c'est les scènes de bataille. Ridley Scott, je sais pas pourquoi, depuis les renouveaux d'Alien, il adore les effets spéciaux. Et alors son sang, c'était le cas, le sang dans les 2 films Prometheus, Alien Covenant, et celle-là encore là, le sang en image de synthèse, en effet complètement numérique, c'est imbouffable. Vraiment, on voit que c'est trop lisse, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qui branle avec sa Scott Production machin là, mais faut qu'il arrête. Soit il repasse sur des effets un peu plus pratiques, soit il met plus de budget dans son budget sang et son budget gore dans ses films, parce que vraiment, Gladiator qui va se vouloir être un peu plus rempli d'hémoglobine, s'il nous met les mêmes effets spéciaux, mais ça va être une catastrophe, ça il faut le dire. Mais néanmoins, les scènes de bataille fonctionnent super bien. Et pareil, on perd le côté stratège de Napoléon pour aller dans le sens du spectateur. Typiquement, imaginez la scène de la bataille d'Austerlitz si vous aviez vu le plan avant. Et au moment où il y a eu ce coup de génie d'attaquer, de les envoyer vers le lac, de mettre tout le monde en dehors du camp et de mettre juste un petit bout de troupe au milieu pour attirer l'ennemi, mais ça fonctionnerait beaucoup moins bien en termes de logique pour le spectateur, vu qu'on serait au courant de tout ce qui va arriver. On verrait juste visuellement ce qu'on nous a raconté 5 minutes avant. Là, en nous montrant visuellement la scène se passer au fur et à mesure, avoir peur au début pour l'armée française, mais sentir un Napoléon Bonaparte extrêmement serein, se dire qu'est-ce qui se passe, il a prévu quelque chose, mais quoi? Et ce moment où s'enchaînent ces circonstances qui lui font gagner cette grande bataille, mais là on se dit waouh, quel génie, et on comprend du coup que c'était son plan, que c'était pas fait par hasard. Et ça fonctionne super bien. Maintenant, oui, le film a des défauts. Visuellement, il est pas parfait. Je parlais du sang. Il y a aussi des moments où l'image est un petit peu trop triste, j'ai envie de dire, à mon goût. Il n'y a pas assez de luminosité. La scène de combat à Toulon, le début est visuellement pas top. Il y a un vrai problème avec le travail du noir et de la nuit sur ce film. Et pareil, la question de la véracité historique rentre toujours en compte dans ce genre de film. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas allé voir ce film pour voir un documentaire. Je suis pas allé voir ce film pour voir à la perfection la vie de Napoléon Bonaparte. On peut pas en 2 heures, 3 heures, 4 heures, même en 10 heures sur une série, me raconter 40 ans d'existence d'un des personnages les plus importants et complexes. Donc on laisse passer des choses, on en invente d'autres ou on en modifie certaines pour aller dans un sens qu'on veut nous raconter de cette histoire. Et cette histoire, je l'ai trouvée de 1 intéressante, de 2 pour les scènes de bataille visuellement intéressantes. Pour les acteurs, parce qu'il faut en parler, Vanessa Kirby, elle est resplendissante dans son rôle et c'est une actrice que j'aime énormément. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ?
et bah ça m'a donné envie de m'ouvrir à l'histoire de Napoléon Bonaparte, de le comprendre, de voir ce qui, en termes de véracité historique, n'était pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie, et surtout tout ce qui s'est passé d'autre, l'aspect politique interne du pays, le lien avec le lycée, le lien avec le code pénal, tout ce qu'a fait Napoléon Bonaparte de bien et de négatif. Comment il a fait plus en détail ses coups d'État, c'est des questions que je me suis posées à la fin du film. Pas parce que le film veut me les poser, mais parce que le film est comme un gros sommaire, un gros résumé de la vie de Napoléon Bonaparte, avec des magnifiques scènes, avec du gros budget, avec des costumes extraordinaires, et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus ce qu'avait été par exemple le film Rocketman pour la vie d'un chanteur, et c'est ça que je trouve intéressant. On joue avec l'histoire pour nous donner envie de la découvrir. Et c'est la finalité que je donnerai avec ce film. Ridley Scott, dans la continuité du dernier duel, nous sort encore un très bon film historique avec de la bonne mise en scène. Papy Scott, il a détruit la saga Alien, mais il a décidé de revenir et de nous faire des bons films. Et sur ce, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de Napoléon dans les commentaires. Je sens que ça va clasher un petit peu, mais je trouve ça sympa. C'est comme ça que le cinéma fait parler. Et j'ai envie de dire, je trouve ça mieux que tout le monde soit en désaccord sur ce film et que ça crée de la discussion et du débat de pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé, plutôt que des grosses merdes comme on a eu cette année. Je vais citer par exemple The Meg 2, le truc sur le mégalodon avec Jason Statham, où tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, on a tous gâché de l'argent et du temps de notre vie à aller le découvrir. Lui au moins on va pas le gâcher parce que c'est un film qui fait discuter et ça c'est aussi la magie du cinéma. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, vous le savez très bien, ça permet de référencer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et en attendant les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Guilain, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.